Il reste de l'espoir, mais le temps presse, parce que la pression est de plus en plus forte, puisque les familles qui font l'instruction en famille sont de moins en moins nombreuses. Et en même temps, il faut comprendre que tout ça est dans une pression idéologique et que ce n'est pas juste l'IEF, c'est que le privé hors contrat et le privé sous contrat sont aussi sous la même pression d'une dérive étatiste qui cherche à étouffer tout ce qui est en fait hors de son contrôle. Donc merci beaucoup aux AFC de m'avoir invité à présenter l'état des lieux pour cette année critique. Nous sommes presque le 31 mai 2024, donc il reste juste quelques jours aux parents pour finir de remplir leur dossier de demande d'autorisation, puisque Emmanuel Macron a donc fait changer par la loi de lutte contre le séparatisme qui a été rebaptisée loi confortant le respect des principes de la République, l'école à la maison d'une liberté fondamentale, d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, à une exception, quelque chose qu'il faut demander, quémander, et si l'administration veut bien, on l'obtient pour 1 an. Alors je suppose que vous êtes tous assez familiers avec le problème. Je voudrais juste rappeler qu'il y a vraiment un prisme idéologique qui est derrière tout cela, et Andrea vous le dira tout à l'heure. Mais ce qu'Emmanuel Macron a dit pour justifier ce changement de paradigme, ce changement de régime d'une liberté fondamentale à une autorisation dérogatoire, c'est vraiment de protéger les enfants par rapport à la religion. Il a vraiment fait un discours de mise en avant de l'école républicaine comme creuset républicain, vous pouvez le lire ici. Et donc, en fait, l'objectif de faire venir tous les enfants à l'école publique, laïque, républicaine, c'est vraiment de protéger les enfants par rapport à la religion. Alors, il visait la religion musulmane, mais par ricochet, ça vise toutes les religions. Et donc, faut vraiment voir ça en tête, c'est que l'enjeu dépasse vraiment les milliers de familles qui font l'école à la maison, c'est qu'il y a derrière un vrai combat idéologique. Alors, pour faire le point, le premier tableau que je voudrais vous montrer, ce sont les chiffres officiels. Et vous allez très vite comprendre les différents problèmes qu'il y a. D'abord, l'instruction en famille était sur la pente ascendante, pour de multiples raisons, mais la plus évidente et la plus immédiate, c'est qu'Emmanuel Macron a rendu l'école obligatoire en 2019 dès 3 ans. Auparavant, c'était 6 ans. Et donc, par effet mécanique, beaucoup de parents ont inscrit leur enfant en IEF parce qu'à 3 ans, 4 ans, ils préféraient garder leur enfant à la maison. Et donc, on allait atteindre, avant son discours et le changement de la loi, quasiment 70 000 enfants scolarisés en IEF, ce qui demeure 0,5-0,6% de l'ensemble des élèves. Donc c'est quand même un phénomène minoritaire, mais minoritaire qui les a quand même inquiétés. Et donc, au 1er janvier 2023, lorsque la loi a commencé à s'appliquer, 60 000 demandes ont été faites et l'administration clame de n'en avoir refusé que 6 000, soit à peine 10%. Donc là, vous voyez tout de suite l'hypocrisie de l'administration, puisqu'en fait, ils mettent toutes les demandes ensemble et ils disent regardez, on n'en a refusé que 10%. Mais dans ces 60 000, en fait, il y en a 44 000 qui étaient de plein droit. Parce qu'on a eu un petit régime transitoire, c'est-à-dire que pour les familles qui faisaient l'instruction à la maison depuis déjà des décennies, ou pardon, des décennies, c'est peut-être beaucoup, déjà quelques années, il était possible de ne pas avoir à remplir tout le dossier. Donc, pendant 2 ans, il y a eu un régime transitoire où les familles avaient de plein droit le droit de continuer de faire l'école à la maison. Mais vous voyez que sur les 44 000 enfants dans cette situation, l'État a quand même réussi à refuser les demandes de plein droit dans 1500 cas. Donc, c'est assez mystérieux. Et vous avez donc à côté les 4 motifs. Donc je rappelle très brièvement, le motif 1, c'est les parents demandent à faire l'instruction à la maison parce que leur enfant a un handicap ou une santé défaillante et donc ils ne peuvent pas vraiment le scolariser. Là, l'État a quand même refusé dans 10% des cas. Le motif 2, c'est pour les sportifs de haut niveau qui font une activité très particulière. Et là aussi, vous voyez, ça concerne nettement moins d'enfants, mais quand même, dans presque 20% des cas, l'État refuse ce droit aux parents.
Le motif 3, c'est l'itinérance familiale. Donc, ça concerne différents types de personnes et vraiment différentes situations, mais ça peut concerner par exemple une famille qui fait une année sabbatique, qui prend sa caravane et puis qui fait un tour d'Europe. Et ben, ils mettent cette année-là leur enfant en IEF pour raison d'itinérance. Et vous voyez que là, on commence à monter 32% de refus. Et le record pour le motif 4, donc c'est motif propre à l'enfant, ça rassemble vraiment le cas où les parents font l'instruction en famille par conviction, par envie, par choix. Si vous regardez bien tous les trois autres motifs, santé, itinérance ou sportif, c'est souvent un choix contraint. C'est-à-dire que c'est pour s'adapter, c'est parce qu'il n'y a pas le choix, c'est parce que c'est le plus pratique. C'est pas qu'il y a forcément un désir personnel, familial de faire l'IEF. Et là, c'est là où on a le chiffre le plus important, plus de 37% de refus. Donc ça a été un coup dur. Je vous propose de passer pour les chiffres de cette année. Là, l'État ose plus trop même les montrer. Donc ces chiffres sont les chiffres officiels, ce sont ceux que des députés ont pu obtenir en posant des questions écrites au ministre de l'Enseignement supérieur. Et donc, ils sont obligés de répondre, mais ils ne fournissent pas tous les chiffres qu'on leur demande. Donc, vous voyez que pour l'année qui est en cours, il n'y a eu que 51 000 demandes, on était à 60 000 l'année dernière, et puis 45 000 autorisations. On est passé 88% au lieu de 90%. Je n'ai même pas le chiffre des pleins droits, mais par calcul avec un autre chiffre qui donnait, on a encore 32 000 enfants de plein droit cette année. On n'a aucun moyen d'avoir pour l'instant les chiffres précis sur les différents motifs. Ils n'ont que révélé le motif 4. Et vous voyez que le nombre de refus est toujours extrêmement significatif. C'est une chance sur 3. Une chance sur 3 de se voir refuser sur ce motif. Donc, on voit clairement que l'État est dans une stratégie de destruction de l'instruction en famille à moyen terme, je dirais à échéance décennale, puisqu'à ce rythme, en fait, encore quelques années, et puis sans avoir interdit d'un coup, mais en tuant dans l'œuf les demandes initiales, et puis en décourageant les familles à faire de dossiers compliqués, et puis en faisant des refus arbitraires, etc., ça casse le noyau, et puis au fur et à mesure, il ne reste plus que vraiment la minorité d'enfants handicapés qui ne peut pas être scolarisés. Et donc, c'est vraiment tragique parce qu'encore une fois, ils présentent ça en disant qu'ils autorisent dans 88% des cas. Donc cette année sera intéressante à double titre parce qu'on va sortir du régime transitoire. Donc tout le monde va devoir demander l'autorisation et l'État va devoir harmoniser aussi ses réponses. Parce que c'est l'autre enjeu qui est vraiment très troublant pour toute cette histoire, c'est que, eh bien, selon l'endroit où vous habitez en France, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Je dis très brièvement que les associations avec lesquelles le CLJ travaille ont des retours de terrain extrêmement inquiétants parce que, en fait, des parents qui font des demandes pour le petit dernier, alors qu'ils font l'IEF depuis des années, obtiennent des fois des autorisations dans certains départements, dans certaines académies, et des refus dans d'autres. Mais sans qu'il y ait vraiment de différence. C'est-à-dire que même situation, parfois même les familles ont échangé le dossier, le projet pédagogique qu'elles ont envoyé à l'administration. Et ben dans l'académie de Normandie, vous avez toutes les chances de vous faire refuser. Cela encore, ils présentent 81% d'acceptation alors qu'ils mêlent dans ce chiffre les pleins droits. Donc sur les 2155 demandes, il y en a en fait plus de 1500 qui sont de plein droit. Et en fait, ils en ont autorisé que 1700. Mais donc pour la Normandie, si vous faites une demande d'instruction en famille pour le motif 4, pour le motif propre à l'enfant, en fait, vous avez une chance sur 2 d'obtenir l'autorisation. Donc je vous ai juste mis les 3 pires académies, entre 81 et 84%. L'ensemble des autres académies ont un taux d'autorisation, un pourcentage d'autorisation compris donc entre 85 et 92 à peu près. Et il y a les départements, les académies de tête.
Et je trouve ça assez surprenant quand même parce que le but de ce changement de loi, c'était la lutte contre le séparatisme. Et j'ai envie de dire que s'il y a bien des territoires qui risquent de faire sécession, c'est peut-être ceux qui ne sont pas en France métropolitaine. Et pour Mayotte, c'est quand même le pompon parce que c'est un territoire où il y a une telle immigration que même le Gérald Darmanin a proposé de rétablir le droit du sang. Il y a une très forte culture islamique à Mayotte, et c'est à, je ne vais pas me tromper, mais à 10 000 km de la France. Eux, c'est 100%. 92 demandes, 92 autorisations, comme s'il n'y avait pas de risque séparatiste. Donc on est vraiment en fait dans l'absurde. La justification de la lutte contre le séparatisme était déjà bancale au moment de la présentation du projet de loi, et elle l'est encore plus quand on regarde les refus académie par académie, parce que c'est même pas sur une question de séparatisme, d'islamisme ou de fiché S que les académies refusent certains parents. C'est par pure substitution de l'administration aux parents. Et donc, j'en viens au problème juridique. Pourquoi autant de refus? Eh bien, c'est qu'en fait, la loi n'était pas bonne, mais le Conseil constitutionnel avait fait une réserve d'interprétation qui aurait permis quand même que, en fait, les parents motivés fassent des projets pédagogiques et, par là même, en faisant leur dossier, démontrent auprès de l'administration qu'ils sont motivés à bien instruire leurs enfants. Et à la limite, on aurait pu le comprendre et l'accepter dès lors que les parents montrent une capacité de rassembler quelques pièces, d'expliquer ce qu'ils veulent enseigner à leurs enfants. Bon, ça démontre une certaine motivation et donc ça rend le projet pédagogique valable. Mais en fait, loin de s'en tenir à ce rôle de simple contrôle, l'administration cherche à décider pour les parents qu'est-ce qui est bien pour leurs enfants. Et c'est vraiment écrit noir sur blanc par le Conseil d'État, donc dans sa triste décision du 13 décembre 2022, où il donne mandat à l'administration, à l'autorité administrative, de vérifier le projet pédagogique et sur cette base de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, soit dans un établissement ou dans une famille, et à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. Et vraiment, le ministère de l'Éducation prend très au sérieux ça. Ils prennent le projet pédagogique que les parents leur envoient et ils disent « Très bien, vous nous donnez les pièces, maintenant c'est nous qui allons juger ce qui est le plus important, le plus conforme à l'intérêt de votre enfant de faire. » Et en fait, ils disent « Oui, oui, alors c'est mignon parce que les parents disent souvent qu'ils ont une petite églantine qui est encore un peu fragile, qui fait encore la sieste. Ils essayent de trouver des arguments pour justifier l'école à la maison. Et puis l'Éducation nationale répond en disant « Non mais vous en faites pas, on a un personnel très très bien formé, on va bien s'occuper d'elle, tout est prévu, vraiment. Non, non, il faut qu'elle soit scolarisée, ce sera très bien, c'est ce qu'il y a de mieux pour elle, c'est ce qui est conforme à son intérêt. » Et donc ça, c'est absolument inacceptable du point de vue des droits de l'homme et du bon sens, puisque par principe, ce sont les parents qui connaissent leur enfant, ce sont les parents qui sont responsables, ce sont eux qui, dans la vie de tous les jours, évaluent ce qui est bon dans l'intérêt de leurs enfants. Ce sont eux qui en ont la responsabilité. Et là, on a l'administration qui se substitue, qui choisit à leur place ce qu'il faut faire, sans qu'il y ait une cohérence nationale ou vraiment quelque chose de tangible dans la justification de l'administration. Alors, j'en finis sur quand même l'espoir et la potentialité d'un changement. La bonne nouvelle qu'il y a aujourd'hui, c'est quand même que ce sujet reste très transpartisan. Ce n'est pas un enjeu d'extrême droite, ce n'est pas un enjeu d'extrême gauche. Tous les partis sont très mobilisés sur cette question. Depuis que la loi a été adoptée, il y a eu plus de 70 députés qui ont posé des questions parce qu'ils ont été alertés par des familles qui obtenaient des refus. Et ce sont des gens de la NUPES, de la France Insoumise, de Horizon, même des gens de Renaissance, des députés de Renaissance qui ont demandé, les Républicains et le RN. Donc, j'allais dire vraiment tous les partis de gauche et de droite voient qu'il y a une loi qui a tapé à côté de sa cible, qui n'est pas efficace, qui est inutile, et sont assez prêts quand même à la modifier.
il y a plusieurs propositions de loi donc, qui ont été déposées en ce sens. Il y en a même une qui a été adoptée par le Sénat. Et il y aurait une possibilité, je l'ai juste appris récemment, une possibilité d'amender, vous voyez, un texte de Bruno Le Maire de simplification administrative. Donc il y a pas mal d'opportunités pour les députés et sénateurs d'amender des textes sur l'éducation ou sur les démarches administratives pour revenir en fait sur cette loi confortant le respect des principes de la République. Une solution qui serait pas mal aussi, c'est qu'il y ait un assouplissement du contrôle par circulaire. Ça, ce serait quelque chose de faisable, mais je ne pense pas que la ministre actuellement ait vraiment l'intention de le faire. Et le dernier, c'est les recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire pour se battre. La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas une jurisprudence très favorable aux familles. Elle a tendance à se placer aux côtés de l'État, aux côtés des puissants. Mais ça reste quand même quelque chose de faisable. Et en tout cas, voilà, le message sur lequel je terminerai, c'est de dire que il reste de l'espoir, mais le temps presse, parce que la pression est de plus en plus forte, puisque les familles qui font l'instruction en famille sont de moins en moins nombreuses. Et en même temps, il faut comprendre que tout ça est dans une pression idéologique et que ce n'est pas juste l'IEF, c'est que le privé hors contrat et le privé sous contrat sont aussi sous la même pression d'une dérive étatiste qui cherche à étouffer tout ce qui est en fait hors de son contrôle. Que ce soit des parents unschooling qui veulent faire l'école à la ferme, que ce soit des parents catholiques qui font d'une école hors contrat, ou que ce soit juste l'enseignement privé qui n'a pas beaucoup de différence avec du public. Tout ce qui sort du giron vraiment là, républicain, laïque, public, se fait taper sur les doigts actuellement. Et l'IEF est un de ces aspects de l'éducation. Voilà, je pourrais répondre à des questions tout à l'heure. Merci de votre attention.